Le Pitch Club de David Azencott. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Pitch Club avec cette semaine un nouvel invité, c'est David Azencott. Oui, c'est moi. Bonjour. Bonjour, bonsoir. Bien, merci d'être parmi nous aujourd'hui pour parler un peu de ta carrière. J'ai pas de vie, j'avais rien d'autre à faire. T'avais rien d'autre à faire. Ouais. C'est très gentil d'être venu. Merci d'être venu. Voilà, alors je suis accompagné moi c'est David, je suis accompagné de Mousse. Enchanté. Donc là, le Pitch Club, comment tu le présentes, Mousse, à chaque fois? Eh bien, c'est le podcast qui donne la parole aux raconteurs de bonnes histoires. Alors justement, on voulait t'inviter un peu pour parler un peu de ta carrière et tes actus. Déjà ton spectacle inflammable qu'on peut retrouver sur YouTube. Ouais, je l'ai mis sur YouTube et sur Facebook pendant le confinement parce que ça fait longtemps qu'il tourne et je voulais le mettre à la dispo de tout le monde. Parce que je suis passé à un autre spectacle et là je vais encore passer à un autre spectacle. Donc voilà. Et puis on avait capté à l'Européen il y a 2 ans maintenant, un an et demi, c'était fin 2018. Et voilà, c'était une belle capta, donc ça valait le coup de la mettre en ligne. Je confirme. Très beau spectacle. Et donc t'as mis ce spectacle sur YouTube et justement comment tu te positionnes quand tu vois qu'un spectacle qui est de l'art vivant que tu dois voir en live, est-ce que c'est un dilemme pour toi de dire je vais les mettre sur internet à la disposition de tout le monde ou en fait honnêtement, je sais pas trop. Je suis encore en train de me poser des questions. Celui-là, il arrivait en fin de parcours, mais oui, pas vraiment parce qu'il peut encore être joué sans aucun problème. C'est une discussion qu'on avait avec mes producteurs. Eux, ils pensaient que ça tuait le spectacle, et moi, je pense que ça le tue pas parce que les gens qui vont le voir en ligne sont pas les mêmes que ceux qui vont venir te voir en salle. Et en plus, tu peux très bien l'avoir fait évoluer depuis. Ils seront à la fois contents de voir des trucs qu'ils ont vus et de voir des nouveaux trucs. Enfin, je pense pas que ce soit vraiment un souci en fait. Et ce choix de titre inflammable. Ah, ce choix de titre. Moi, j'avais envie de dire que j'abordais des sujets un peu touchy. Il était hors de question de dire que c'était un spectacle corrosif, voilà, parce que ça tout le monde l'a fait. Et en fait, c'est en cherchant avec mon pote graphiste qui est un ancien de la pub aussi. On est cherché à faire l'affiche, quoi. Et en fait, on regardait les synonymes de corrosif, on regardait les logos de produits d'entretien. Et il a vu la flamme et il m'a dit putain c'est marrant parce qu'avec tes cheveux, parce que j'ai les cheveux en l'air, on pourrait faire un truc. Et il a fait un essai tout de suite et ça allait vachement bien. Et donc c'est le graphisme qui a donné le titre du spectacle. Ça s'est appelé Inflammable parce qu'on a fait ce dessin avec ma tête et avec la flamme. Et du fait que c'est un spectacle qui traite d'actu, est-ce que ce spectacle a évolué Ouais, il a vachement évolué au cours de... je l'ai fait fin 2016. Donc il a vachement évolué et il y a des trucs que j'ai gardés, d'autres que j'ai enlevés. Il y a des trucs qui sont devenus des actus permanentes en fait. Quand on parle de certains sujets, ça devient des actus permanentes. Après, l'anecdote elle-même, elle est moins importante. Il y a un truc que j'ai gardé très longtemps, c'était la blague sur la polémique sur le sweatshirt Benetton où il y avait marqué Coolest Monkey in the Jungle et c'était un petit noir qui partait dans le catalogue et tout le monde avait braillé. Et pour moi, ça reste un exemple type de polémique idiote en fait. Donc je l'ai gardé et puis comme je le jouais, je faisais des actings dessus. Je l'ai gardé sans me poser la question en me disant ça fait 2 ans, c'est trop tard, etc. Alors Mousse. Alors oui, donc c'est un spectacle, son et lumière, c'est important. Il y a beaucoup de lumière rouge. Le rouge est omniprésent dans le spectacle. Son côté puits du fou. Dans une autre vie, moi j'étais barman. Et souvent je voyais David dire bonjour. T'as plusieurs types de bonjours. T'as des bonjours cool, des bonjours pas cool. Lui c'était un bonjour très cool. Ah c'est gentil. Donc je me disais il est sympa ce type. Ouais. Puis en fait, j'ai vu ton spectacle et non, c'est pas le même. Alors explique-nous comment t'as travaillé ce nouveau personnage. Je suis pas l'impression si différent que ça sur scène. On peut saluer les lumières de Fred Douin, c'est lui qui a fait les lumières de ce spectacle, qui a aussi fait les lumières du spectacle suivant qui s'appelle Animal que j'ai joué après. Et moi j'ai pas l'impression d'être si différent sur scène, surtout que je dis des trucs durs des fois, mais je les dis gentiment. Enfin, je veux dire, j'ai pas l'air méchant sur scène, quoi. Je me trouve plus pas... l'attitude, tu sais, vraiment inflammable, c'est-à-dire le mec, il a un lance-flamme, il y va. Oui, mais j'ai l'impression d'être plutôt espiègle quand même sur scène. Je trouve que c'est important de pas être justement trop dur quand on dit des trucs durs. J'ai pu le faire un peu avant, mais je pense que je me suis un peu libéré de ça et que je suis plus proche de ce que je suis dans la réalité. Ceci dit, tu m'as souvent vu, je pense, sous. Et quand je suis sous, je suis très gentil. Ça, j'ai l'alcool gentil, ce qui est très emmerdant pour un Parisien, mais bon, c'est comme ça. On dit in vino veritas. Donc, voilà. C'est peut-être ça. Ouais, c'est bien. Et excuse-moi, c'est quoi les thèmes d'humour que tu t'interdis de faire ou que t'aimes pas, tu penses que c'est pas intéressant de les faire c'est plus ça. Ceux qui sont pas intéressants, mais naturellement, mon esprit les filtre en fait. Il y a plein de trucs, je vois des gens les faire sur scène, ça me fait marrer. Et je me dis, putain, pourquoi j'avais parlé de ça? Et en fait, parce que je l'ai même pas vu, ça me traverse même pas l'esprit. C'est souvent des trucs d'observation,
de la vie de tous les jours ou d'observations technologiques, de la façon dont les gens commentent ou je sais pas quoi. Mais moi aussi, je fais des observations sur Insta ou sur des nouveaux modes de communication. Mais des fois, c'est des trucs tellement anodins et en rapport avec la drague ou je sais pas quoi que j'y pense pas. Donc toi, t'as des sujets qui vont pas te motiver réellement à y aller. Par contre, il y en a d'autres qui vont te motiver à fond. Ouais, il y a des trucs. En fait, ce qui me motive, c'est quand ça m'énerve. Alors, je me suis aperçu de plus en plus, c'est ça en fait. Ça m'énerve. Moi, les trucs m'énervent, ça me donne envie d'en parler. La pub, ça me donne envie d'en parler. Quand je vois des pubs idiotes, ça me donne envie d'en parler. Quand je vois des j'ai encore entendu une pub de merde ce matin là à la radio, genre le SUV qui vous rend libre ou je sais pas quoi. On en est là quand même. On te dit qu'une bagnole dégueulasse te rend libre, alors que tu vas finir dans les embouteillages toute la journée, quoi. Ouais. Et ça m'énerve en fait. Vous voyez, ça tout de suite mon ton monte quand j'en parle. Et c'est ça dont j'ai envie de parler. J'ai envie de parler de toutes les marques qui font croire qu'elles sont gentilles, type Michel Augustin, ou les gens qui font croire qu'ils s'engagent. T'as voilà. travaillé là-dedans. Hein, j'ai travaillé là-dedans, ouais. Donc je pense que c'est mon repentir sincère en fait qui fait que ça m'énerve encore plus. Mais ça m'énervait déjà à l'époque. Hein. Je faisais ça en bouchant le nez, mais là ça m'énerve encore plus. Et donc c'est souvent des sujets qui m'agacent, ouais. Des polémiques stupides ou des jugements un peu faciles qu'ont les gens, toujours un peu dans le même sens, qui m'agacent et j'ai envie d'aller plus loin que de juste dire le truc que tout le monde dit. Voilà. Tu penses que c'est l'époque qui est comme ça, c'est-à-dire on est dans l'ère du trash? Non, je dirais pas. Du clash. On est dans l'ère du clash, voilà. On est dans l'ère du clash, on est dans l'ère des opinions qui doivent être immédiates et forcément uniquement d'un côté. Ouais, manichéen. Voilà, manichéen. Il faut détruire la nuance, Alors en humour, c'est pas évident parce que souvent c'est plus efficace quand t'es manichéen. Mais je trouve ça plus marrant et plus intéressant et plus intellectuellement valide d'avoir une nuance. Et c'est quand je disais des thèmes que tu veux pas aborder, par exemple des sketchs sur la pauvreté, des sketchs sur la pédophilie, non, t'as pas de. Ah non, j'ai pas de. Non. T'as pas de limite. Si, il y a quelques Non, parce qu'il y en a certains qui. Des insertions là-dessus, j'ai entendu, mais bon, c'est vrai qu'après l'essentiel c'est de faire rire. Je fais des vannes. Ça peut m'arriver de faire des vannes sur la pédophilie. Ça m'est arrivé plein de fois d'ailleurs. Oui, justement, mais ou sur la pauvreté, mais je l'ai fait toujours. C'est pas un sujet que j'ai envie d'aborder plus que ça, parce que si c'est juste choquer pour choquer, dire c'est pas bien de violer des enfants, non, je vais plutôt faire une blague. Par exemple sur le harcèlement, je fais des vannes en disant vu qu'on me met dans le même sac que tous les mecs qui ont harcelé, j'ai discuté avec ma copine, elle me disait en fait que tu le veuilles ou non, t'es un suppôt du patriarcat. Je dis putain, si j'avais su, j'aurais harcelé plus. Et voilà. Elle te dit ça vraiment? T'es un suppôt du patriarcat? Quand j'ai des discussions avec des copines, parce que justement c'est un sujet qui m'énerve un peu, c'est les types qui sont plus féministes que les féministes, qui ont besoin de le dire sur Twitter, de dire ouais les filles on est avec vous, etc. Genre ils ont jamais rien fait de mal, ils ont toujours été parfaits, voilà. Et ça m'agace en fait. Évidemment moi je suis féministe et je pense que tous les gens tous les hommes à peu près normaux le sont, mais de là à le revendiquer, ça m'agace en fait. C'est toujours suspect pour moi. Tu vois le côté un peu pub, un peu genre on envoie un message un peu trop fort. Je vois le côté prétentieux d'un type qui veut faire croire aux meufs, qui veut les serrer en fait, voilà, c'est tout. Qui veut les serrer en faisant croire qu'il est aussi bien qu'elle, et c'est pas vrai. Donc voilà, j'ai souvent eu cette discussion ces derniers temps avec des femmes qui me disent ouais mais bon vous vous rendez pas compte la charge mentale, tout ce que vous faites, etc. Puis bon ça vous arrive aussi d'être agressif sans le vouloir, et donc c'est pour ça que j'en fais une vanne en disant si j'avais su j'aurais harcelé plus, tant qu'à faire autant être vraiment coupable pour des bonnes raisons. Voilà, donc c'est ce genre de vanne, et je vais faire le même genre de vanne en disant la pédophilie je peux pas, je suis trop paresseux quoi, faut attendre les gamins à l'école, ça c'est compliqué, tu vois, j'ai pas le temps. Voilà, ce genre de vannes. Mais pour moi, c'est des vannes gratuites que tu fais entre deux autres vannes, mais tu vas pas développer là-dessus parce que c'est pas intéressant. Tu vas pas dire que tu vas pas faire un sketch sur la pédophilie qui va durer 5 minutes, quoi. Ça sert à rien, c'est pas un sujet intéressant. Ou alors tu dénonces la pédophilie dans un milieu particulier, mais par les prêtres, par exemple, parce que ça a déjà été fait 100 000 fois. Oui, c'est ça. Voilà. Juste après tes spectacles, tes sketchs, est-ce que tu parles avec le public à la fin pour échanger? Oui, s'ils veulent discuter derrière, surtout quand je suis ailleurs qu'à Paris. Où c'est plus facile en général, c'est dans des cafés-théâtres où il y a un resto-bar et où les gens restent après. Du coup, naturellement, ça se fait. Ouais, j'adore ça. Il y a une sorte d'after. Oui, il y a toujours une sorte d'after. Du spectacle et vous refaites le spectacle. On refait un peu le spectacle, où les gens souvent viennent me dire c'est intéressant que vous parliez de ça parce qu'on n'en parle pas souvent, etc. Est-ce qu'on rit différemment en province qu'à Paris? Est-ce que tu sens une différence par rapport aux blagues? Est-ce qu'il y a des thèmes qui marchent mieux en province qu'à Paris? Honnêtement, tout marche mieux en province. Tout marche mieux en province. À part les blagues sur le RER et la ligne 13. Honnêtement, tout les marche. Trottinettes. Et les trottinettes encore ça marche parce qu'ils comprennent. Oui, ouais. Et non mais en fait tout marche mieux parce qu'en général
en tout cas dans les salles où je vais, les gens ils sont vraiment contents de sortir. Ils sont souvent abonnés de ces salles-là, du coup ils viennent en confiance quoi. Et ils font pas la gueule et ça marche tout de suite et on rame pas pendant 20 minutes pour choper le public. Alors qu'à Paris c'est souvent ce qui se passe, pas toujours évidemment, souvent ça se passe très bien, mais il y a quand même à Paris un côté genre vas-y fais-moi rire. J'ai déjà vu 60 spectacles ce mois-ci, tous gratuits, grâce à Billets Réduc. Alors que là-bas voilà ils sont pas comme ça. Même en allant à Versailles c'est pas loin. Le public est totalement différent du public parisien. Ah, c'est un peu la province. Hein. C'est un peu la province, je suis entièrement d'accord. Ça faut pas faire de Bah là, parisianisme. dès que tu quittes le béton, il y a plus, c'est la province. Hein. Moi, je suis un vrai Parisien quand je fais des vannes sur les Paris. Je suis un vrai Parisien de souche, quoi. Je suis né à Paris et je pense que les Parisiens sont pas si méchants que ça, en fait. C'est quoi un Parisien pour toi? Justement, C'est quelqu'un qui est né à Paris, quoi. alors justement, on va parler un peu de ton enfance. David Azencott, d'où Ouais. viens-tu Comment viens était ton enfance? Je viens du 9e arrondissement. 9e arrondissement, Ouais. donc vers entre Saint-Lazare et Place Clichy. Ouais, voilà. J'étais au lycée Place Clichy à Jules Ferry. J'étais rue Blanche en primaire et j'ai toujours été dans ce coin-là. Et pour moi, quand je dis que je suis né à Paris, c'est pas genre une fierté. Je suis pas marseillais, mais c'est juste que pour moi, ça reste un village, quoi. Je vis encore à 300 mètres de là où je suis né, quoi, en fait. Ouais. Et donc, en fait, pour moi, c'est comme si j'étais resté dans le village. Je vois pas très bien la différence avec avant. Et c'est un peu exagéré, mais bon, c'est pas faux. Et donc, quand on fait des vannes sur les Parisiens en disant que c'est des connards, c'est tous les gens que je connais depuis des années, c'est pas du tout des connards. Ils sont très gentils et ils sont pas du tout méprisants vis-à-vis du reste de la France, quoi. Alors est-ce que c'est pas les nouveaux Parisiens? Bien sûr, évidemment, c'est les nouveaux Parisiens, c'est ça. les provinciaux, c'est Voilà. bien ça le problème. Ils veulent un peu à l'instar des. rapporté. C'est ça, c'est un peu à l'instar des féministes dont tu parlais, Ouais. qui veulent être plus royalistes que le roi. Exactement, C'est les- voilà. Ils en font C'est des eux qui tonnes. donnent une mauvaise image, donc Ouais. les vrais Parisiens dans On un est prochain très parti. gentils. Est-ce que des fois tu quittais Paris pour la Montmartre? Parce que Ouais, à Montmartre, ouais, ça m'est arrivé. Montmartre, ils disent qu'ils sont pas à Paris. Hein. Ouais, mais ils boivent beaucoup aussi là-bas. Ouais, Ils font ouais. du vin sur place et ça les rend malades. Ah non, non. Bah, Je cette dis, année, ils ont moi, annulé. je vais pas à Paris. Cette année, ils ont annulé les vendanges à cause du Covid Ah d'ailleurs. bah merde. C'est peut-être pas plus mal en fait. Et tes parents faisaient quoi comme métier? Mes parents étaient avocats jusqu'à l'année Avocats, dernière. Ils ont d'accord. pris leur retraite à qu'est-ce que je raconte, 75 ans. Ah ouais. Ouais. Parce qu'ils n'arrivaient pas à s'arrêter, voilà. Oui, c'est ça, comme c'est une vocation en fait. t'as C'était pas un de- peu une vocation et puis en fait c'est avocat, c'est tu te prends ta retraite à taux plein quand t'as fait je crois 50 ans, un truc Ah oui. comme ça, c'est fou. Et mon père est du Maroc à la base, il est arrivé à 16 ans en France. Et ma mère était déjà en France et donc ils se sont rencontrés à la fac de droit dans les années 60 et ils sont ensemble donc depuis 60 ans quoi à peu près. C'est beau. C'est très beau, parce que- on peut pas faire mieux quoi. Je trouve. Parce que c'est vrai que c'est Ouais. rare maintenant de voir des couples qui durent. Et ils bossaient 24 heures sur 24 ensemble aussi, c'est ça qui est fou. Ah oui. Je sais pas comment ils ont fait pour pas se tuer quoi. C'est qu'ils avaient tous les. Ouais, là, c'est vrai Ouais. que c'est. Mais ils traitaient des mêmes affaires de droit, le même. Non, type de ils droit. avaient. Mon père c'est plutôt du droit commercial et ma mère plutôt du droit de la famille, mais ils avaient un petit cabinet qui partageait avec d'autres avocats. D'accord. Donc les divorces d'un côté, Elle divorce et et lui. aussi les business, Ouais, entreprises, tout ça. Quoi. Plus, plus entreprise, droit de la propriété, immobilier, tout ça. Les beaux. J'ai fait du droit il y a longtemps, mais bon, c'est un peu vieux. donc. Ah, t'as Donc tenté le droit. t'as fait du droit, mais c'est quoi? C'est pour inconsciemment. Inconsciemment, Pour faire je plaisir pense. aux parents. Ouais, et puis je savais vraiment pas quoi faire, et comme on dit toujours, le droit mène à tout. Oui. Mais surtout à rien. Et donc, non, j'ai fait Sciences Po après le bac, et j'en suis sorti à 21 ans, je savais toujours pas quoi faire, j'aimais bien écrire, mais bon, je savais pas. Hein. Dans Sciences Po à l'époque, pour rentrer, c'était super dur. Hein. Il y avait un examen d'entrée, ouais. Je sais pas si c'était plus dur que maintenant, mais en tout cas, ça a duré que 3 ans, et donc à 21 ans, j'étais dehors, donc j'ai fait du droit, jusqu'en DEA. À l'époque, c'est quoi? C'est un Master 2 maintenant. Et après, j'ai fait de la pub. Donc j'ai tout arrêté pour faire de la pub, parce que je voulais pas continuer à être avocat, en fait, j'avais plus envie. Et comment tu rentres dans la pub? Comment ça se passe? Alors, comment je rentre dans la pub? J'écrivais déjà pas mal de trucs, donc on est fin des années 90, toute fin, en 99, tout D'accord. comme ça. Donc après la crise de 97 non, c'est. Il y a Oui, pas une crise. Il y a dû avoir une crise, crise mais bon, chinoise, je je m'en crois. rendais pas trop compte. Les marchés asiatiques. Oui, c'est ça, la crise du marché asiatique en Voilà. 97. Oui. Bah ouais, mais c'était encore, je on fumais pouvait trop de encore, spliff à l'époque. comment Je me rends pas compte. Je fumais trop de spliff, je me rends pas compte. Et c'est alors justement, tu rentres dans la pub comment? C'est. En fait, non, mais j'écrivais déjà beaucoup. J'avais voulu faire journalisme après Sciences Po. J'ai passé l'examen du CFJ, je l'ai pas eu. Je pense que c'est mieux pour tout le monde. Et en fait, j'aimais beaucoup écrire dans les journaux étudiants. J'écrivais déjà des trucs drôles. Mon objectif à l'époque, c'était plutôt d'écrire des trucs drôles et de devenir éditorialiste. J'imaginais qu'on pouvait devenir éditorialiste directement comme ça. Voilà. Maintenant, on pourrait, mais à l'époque, pas vraiment.
Et il suffirait de créer un blog, quoi. Ouais. Faire un blog, avoir un site, quoi. Quoi, parce que t'étais fan du Hamel? Non, j'étais plutôt fan, si tu veux savoir, j'étais plutôt fan des magazines féminins. Il y avait un mec qui s'appelle toujours Diastème, qui faisait des super éditos hyper drôles. Et souvent, dans les magazines féminins, je trouvais qu'il y avait une espèce de liberté qu'il n'y avait pas dans d'autres magazines. Il racontait des grosses conneries. C'était quoi, dans 20 ans? C'était dans 20 ans, exactement, je crois bien. Ou 20 ans, ouais. Ou Biba. Ou Biba, peut-être. Peut-être Biba, je sais plus. Et j'étais tombé plusieurs fois dessus, et voilà, ça me faisait marrer. Et puis, donc, j'ai essayé d'avoir des stages là-dedans, j'en ai pas eu. Et puis, donc, j'écrivais, comme tout le monde, un premier roman. En même temps, j'essayais de faire de la radio, déjà. Je faisais de la radio associative et tout. Et puis, je glandais quand même pas mal. Ça faisait 1 an et demi que j'avais arrêté mes études. Et en fait, la mère d'un pote bossait dans une agence de pub. Et elle m'a dit, écoute, j'ai l'impression que tu pourrais essayer la pub, si tu n'y as pas encore pensé. Alors, j'y avais un peu pensé, mais bon, j'avais des réticences morales. Mais j'avais vu Culture Pub quand j'étais petit, je trouvais ça marrant, je me disais, il y a moyen de se Ouais, c'est l'émission qui passait sur M6 Voilà. le dimanche soir. Et Et qui- qui décortiquait les pubs. Voilà, et qui montrait les meilleures pubs du monde, en fait. C'est Du ça. coup, elle avait La sélection. tendance à montrer une image un peu idéalisée de la pub, en fait. Ouais. Et j'ai fait le stage, et c'était en 99-2000, et il y avait un gros boom à l'époque d'Internet, et du coup, il y avait beaucoup de recrutement. Oui. Et donc, les mecs, au bout d'un mois, ils m'ont dit, tu veux un CDI? J'ai dit oui, voilà, ça n'arrive plus jamais, évidemment. C'était BETC, une agence du groupe Havas, qui est devenue la plus grosse agence de France avec, Ouais. avec Publicis, quoi. Qui est pas trop mal, d'ailleurs. Enfin, je veux dire, pour une grosse séance de pub, ils Ah sont... non, oui, c'est plutôt agréable de bosser là-bas. Les Et gens, c'était, Oui, enfin, en termes au niveau créativité, ils Oui, sont, ils sont se très débrouillent bons. assez les bien. locaux, ils étaient où à l'époque, ils étaient dans le 10e, ils étaient en face de la mairie du 10e quasiment. Ouais. Et après, ils ont déménagé à Pantin depuis Ouais, ils quelques sont à années. Pantin. Ouais. Et ça se passait comment? T'allais là-bas? Bah, c'était tes journées, quoi, génial. c'était- Mes journées, j'arrivais c'était quoi, la pub pas trop tôt, vers Ouais. 9h30, L'ambiance. 10h. Bah, on rigolait beaucoup. C'est ça le problème, c'est que on te maintient dans c'était l'esprit start-up, donc on te maintenait dans un état un peu d'infantilisation. On avait tous 25-26 ans. Il y avait une table de ping-pong. Il y avait des tas de ping-pong, des baby-foot. Il y avait surtout beaucoup de gens en rut qui buvaient énormément. Du coup, ça finissait toujours en galoche le soir. Il y a des soirées tout le temps. Les commerciales couchaient avec les créatifs et vice-versa. C'était plutôt sympa. Hein. On s'amusait bien. Mais à un moment donné, au bout de quelques années, je me suis dit, bon, mais c'est pas vraiment ce que j'ai envie de faire. Je fais des pubs pour les yaourts. Voilà, c'est marrant 2 minutes parce qu'en fait, tu t'aperçois que tu sers à rien. Enfin, plutôt que t'es nocif, en fait. Et puis, la liberté qu'il y a eu il y a eu une relative liberté qui est revenue parce que dans les années 80, évidemment, les mecs étaient hyper libres. Ne parlons pas des années 70. Oui. Mais à fin 99 et début des années 2000, il y a vraiment eu un regain de liberté grâce notamment aux nouvelles boîtes, aux startups, etc. Oui. Et puis ça s'est tassé à nouveau. Et Après, il y a eu 11 septembre. Il y a eu le 11 et, septembre, la crise, exactement. Voilà. l'éclatement de la bulle Internet. voilà, l'éclatement de la bulle Internet, exactement. Et aussi, parallèlement à l'éclatement de la bulle Internet, il y a eu Internet tout court. C'est-à-dire Oui. que dès le moment où tous les clients des agences de pub ont pu t'envoyer des mails en permanence en disant je suis pas d'accord avec le dernier montage, on pense que la création elle est pas bonne, nanana, en fait tu t'arrêtes plus jamais de bosser et de changer les versions. Et c'est D'accord. ça qui est devenu insupportable. Du coup, dès que j'ai pu me barrer, je me suis barré en fait. Voilà. Ouais, parce que moi je connais 2 supports importants sur la pub, c'est 99 et Mad Men. Les 99 francs, ouais. 99 francs est francs, ouais. extrêmement réaliste. Ah oui. Et en fait, on voit bien le rapport dans ces deux objets là, le relationnel entre le client Et le commercial. et la boîte oui. qui et la va boîte, faire la et le pub. créatif. Et j'imagine que toi, tu as dû voir des trucs C'est ça. alors. Ça m'a montré que le monde de l'entreprise était totalement stupide déjà à l'époque. Pas dans ma boîte elle-même, parce que dans la pub, il n'y avait pas tant de postes inutiles que ça. Mais dans les boîtes en face, type Orange, je sais pas, Peugeot, etc., on se retrouvait en face à chaque réunion avec des armées mexicaines de chefs de projet, de chefs du marketing, chargés du machin truc. Les fameux bullshit. Les fameux bullshit jobs. Donc c'est ça, Ouais. quand David Graeber a commencé à parler de ça, à mettre un nom dessus, mais je savais exactement de quoi il parlait, et c'est pour ça que j'en ai parlé dans mon spectacle, dans Inflammable, parce que c'est un sujet qui était évident pour moi depuis des années, en fait. C'est-à-dire, tu l'as vu toi concrètement. Ah bah, j'ai vu tous ces des gens êtres qui servent humains à faire rien. des choses en doublon, Ouais. triplon, Et quadruplon. chacun essayant de faire croire qu'il est utile, en disant ouais, je suis pas tout à fait d'accord avec Jean-Michel, parce qu'en fait, il me semble qu'au niveau de la 3e accroche, parce qu'en fait, ce qu'on voulait dire, c'était plutôt ça. Mais en fait, tous ces gens servent à rien et vivent dans la peur, surtout. La Mais peur c'est- de démasquer. C'est aussi une posture pour montrer qu'ils sont utiles. Et... Ouais, voilà. C'est pour pas être viré. Ouais. Évidemment. Et c'est horrible. On a créé des boîtes, en fait, où les 3/4 des gens ne servent à rien. Et excuse-moi, est-ce qu'il y a des pubs que t'as fait, ou que t'as vu passer, où tu cautionnais pas le niveau moral ou... Oh, plein.
On va faire une liste, il y en a plein. Un peu comme, je sais pas, comme dans le film Thank You for Smoking, en fait, c'est un peu ce qu'il peut. Mais en fait, les pubs pour les cigarettes, par exemple, elles sont déjà interdites depuis très longtemps. Oui, et depuis donc, la loi Evin, 96, ça. Et 95. une fois, on m'a proposé, je sais pas laquelle, 91, la première c'était 91, je crois, la première loi. Mais on m'a proposé une fois de faire une pub, mais c'est des pubs dans les tabacs, là, avec des petits trucs en carton. Oui. Mais j'avais le droit de refuser. C'est la seule catégorie où j'avais le droit de refuser. Donc j'ai dit, bah non. Et en fait, si on commence comme ça, tu devrais pouvoir refuser tout le temps. Parce que tu sais bien que les bagnoles, ça pollue, c'est dégueulasse. Ouais. Que la plupart des produits sont totalement inutiles. Ouais. Enfin, il y en a certains, évidemment, t'en as plus besoin que d'autres, mais enfin, pour moi, le pire, c'est les pubs pour bagnole. Ça, plus jamais je veux faire une pub. Pourquoi plus jamais je veux avoir un rapport avec une bagnole. Parce qu'on m'a proposé des pubs. Des fois, ça m'arrive rarement, mais je reçois quand même des propositions pour jouer dans des pubs. Ouais. Et je dis systématiquement, bah non, en fait. Mais je lis quand même les scripts. Et vraiment, c'est terrifiant de nullité crasse. Ah, déjà. Justement, donc tu penses qu'il y a un abaissement au niveau de la pub, parce que c'est vrai qu'il y avait je trouve qu'il y avait quand même il y a beaucoup de second degré dans les pubs qu'on voyait auparavant, qui a vraiment quasiment disparu, si je dis pas de bêtises. Bah, le vrai problème, c'est le juridique, en fait. C'est toutes les mentions légales. Alors ça, c'est un autre problème, les gens qui vont porter plainte parce qu'ils sont choqués que tu aies dit un truc qui les concerne. Mais en fait, c'est le juridique, c'est-à-dire qu'on n'a plus le droit de dire ça parce qu'on a peur qu'il y ait ensuite un procès, mais aussi on doit dire ça parce que la loi t'oblige à le faire. La loi oblige à dire. C'est pour ça qu'on se retrouve avec des phrases idiotes du genre je l'aime bien ce nouveau café Jacques Vabre. Personne dit ça dans la vraie vie. T'as écouté les pubs qui passent à la radio. Oh, mais c'est le nouveau sac de chez machin truc. Oh, mais c'est la nouvelle voiture de chez. En plus, j'ai entendu, j'étais dans la Rire et Chanson pour ne pas les nommer ce matin, et donc j'entendais tous ces pubs de merde. Et maintenant, on dit plus la nouvelle Citroën B12. On dit Citroën B12. Ils ont décidé qu'on dit plus la Citroën. On dit Citroën. Mais est-ce que c'est pas une question de timing, parce que. Non, je crois que c'est une volonté de dire c'est Citroën comme c'est Rolex, tu vois. Ouais, comme Chanel, tu vois. Comme Chanel, voilà. C'est une marque, c'est du luxe, tu vois. Et donc, dans la phrase, elle dit, oh, mais c'est elle dit, donc elle dit pas c'est la nouvelle Citroën, elle dit, nouveau Citroën, machin truc, je l'adore. Enfin, tu vois, et en fait, en permanence, on s'habitue à ce faux langage horrible. Et ce que je supporte pas surtout, c'est l'enthousiasme fake, qui est censé être une blague à l'époque. À la base, je veux dire, c'est censé être une blague que disent, non, tu sais quoi, je préfère aller manger des frites chez Burger King que de passer le week-end avec toi, ma chérie. Oh, vraiment, t'es un salaud. Et à la base, c'est une blague, sauf que c'est devenu une espèce de façon de raisonner en tant que telle. Toutes les pubs, regardez, les pubs, c'est fascinant, j'en ai encore vu une tout à l'heure. Un mec, il est en train de manger une barre de merde, une barre chocolatée dégueulasse, on dirait un truc pour perruche, là, genre Kellogg's. Et en fait, il commence à pleuvoir et il se met le parapluie au-dessus de sa tête, mais pas au-dessus de sa copine. Blague, van, ha. Ouais. Et le slogan, c'est tellement bon qu'on a envie de le garder pour soi. Voilà. D'accord. Et toutes les pubs résident sur l'égoïsme. Regardez, c'est fascinant. Elles sont toutes sur l'égoïsme. Elles sont symptomatiques de l'époque, peut-être. Ah bah, elles disent quelque chose, c'est évident. C'est quoi, c'est psychologique? C'est-à-dire il y a des études psychologiques qui sont faites dans les compagnies. Je pense pour cibler. Quelqu'un a dû le faire à la base par hasard, et ensuite ils ont fait des études en s'apercevant que ça marchait bien, et ensuite ils ont décidé de tout faire. Ça tape dans un coin du cerveau, voilà, inconsciemment. Ouais. Est-ce que pourtant il y a eu un âge d'or de la pub? Pour moi, la plus grande pub de tous les temps, pour moi, c'est Fahrenheit. Que j'adore. Alors c'est marrant, j'adore cette pub aussi. Vous avez un point commun, allez-y. C'est une pub sans parole, avec qui dit 54, c'est Pat Metheny. Ouais. Exactement, ouais, c'est marrant de citer cette pub parce que oui. Et pour moi, là on est arrivé au pic. Ouais, mais c'est quoi, c'est années 80, fin des années 80, ouais, c'est 82 par là. On la voyait beaucoup au cinéma. Les pubs au cinéma étaient de bien meilleure qualité que les pubs télé. C'est vrai. C'est 54. Tu voyais un mec qui avançait sur une jetée et t'avais ce compte à rebours avec une espèce de nappe musicale très bizarre. Et quand il arrive au bout de la jetée, en fait, il était dans le désert. Il a changé de chance. Voilà. Et je la trouvais incroyable aussi. Mais ça, c'était quasiment des pubs conceptuelles, en fait. Comme Jean-Paul Goud qui avait fait des super pubs pour Citroën avec Grace Jones. Il y avait des pubs magnifiques. Égoïste. J'adorais cette pub aussi. J'avais acheté. C'est grâce à ça que j'ai découvert Prokofiev. J'ai acheté Roméo et Juliette tout de suite le disque. Tout ça c'est terminé. Mais oui, tout ça c'est terminé parce que en plus il faut parler. Il est hors de question de laisser le silence. Alors sauf dans des pubs pour parfum encore qui continuent, mais qui singent ce qu'était. J'ai vu celle avec Johnny Depp l'autre fois là. Où genre il dit il faut que je parte. Il part de la ville et tout. Il roule dans le désert. Il enterre ses colliers. Il est bouffi de neuroleptiques. Enfin on n'y croit pas 2 secondes. Mais bon voilà, je pense malheureusement que
que on est arrivé à la fin d'une liberté qu'ils avaient de faire ce qu'ils voulaient. Les créatifs faisaient ce qu'ils voulaient. Et ça, c'est propre à la France ou c'est Non, c'est le monde entier. À monde entier, même dans les pays Monde entier. anglo-saxons, où c'est vrai que c'était très fort aussi avec la pub pour Tango, je me rappelle. Il y a Oui. beaucoup de grands réalisateurs de films actuels qui viennent de la pub. Ouais, ça c'est Un vrai. mec aussi. comme Fincher, il vient de la pub. Ouais. Le frère de Ridley Scott, Tony Scott, vient de la pub. Ouais. Ils ont amené un style. Ridley Scott venait de la pub aussi. Ouais. Ils avaient amené. Enfin, voilà. Ça, de la pub, tu pouvais aller dans le grand cinéma. Yann Ouais. Kounen. Yann Kounen, ouais. Aujourd'hui, pour toi, c'est fini. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu penses qu'il y a des réalisateurs de pub maintenant qui peuvent un jour faire des carrières Ouais, comme ça ouais, bien sûr. Surtout tous les jeunes qui réalisent des sketchs YouTube, qui très vite sont sollicités par la pub. Ensuite, ils vont passer naturellement au cinéma. Surtout les réalisateurs de comédie. Mais de toute façon, je pense que il y a une telle pléthore maintenant de faiseurs. Je dis pas ça méchamment ou avec condescendance, hein, mais les gens, le niveau général a tellement augmenté au niveau de ce qui est capable de faire un réalisateur quasiment tout seul maintenant dans sa chambre que je crois que les mecs ont que l'embarras du choix maintenant s'ils veulent prendre quelqu'un pour réaliser un film. Il y a 12 000 mecs et il y en a forcément qui auront fait des pubs avant. D'autant plus que personne peut refuser de faire de la pub en fait. Dire si on te paye, il y a peu de réalisateurs qui refuseront de le faire. Et ça t'a apporté quoi ces années de pub pour Ça- ta carrière qui est venue Oui, ensuite de parce celle qu'après, du t'es comédien. stand-up et de l'humour? Ça m'a apporté un foie en béton, c'est ce que j'ai beaucoup bu. Un foie là-bas. en béton, d'accord. Non, je parle beaucoup d'alcool, mais non, blague Non, à part, bah. ça m'a apporté des amis déjà, parce que je me suis fait plein de potes Que qui tu sont encore gardes, mes amis. d'accord. Et qui sont tous des artistes. C'est tous Oui. des gens qui ont fait des écoles d'art et tout, et qui ont fait ça parce que c'était un peu le parcours, si on voulait gagner un peu d'argent, en attendant de faire autre chose éventuellement. Mais après, on est un peu prisonnier de ça. Je dirais que j'ai quand même perdu du temps. Je suis resté quasiment 10 ans en cumulant toutes les agences que j'ai faites. Après, c'est de l'expérience. Après, ça m'a apporté un certain regard sur donc les entreprises. Ça m'a permis de voir l'intérieur du fonctionnement. Donc je sais de quoi je parle quand je parle de communication et de publicité. En tout cas, je sais de quoi je parlais parce que ça commence à dater. T'as une expérience sociologique en fait. Ouais, voilà. Une expérience sociologique. Et puis, ça m'a apporté du temps pour réfléchir. Peut-être que c'était un temps de maturation dont j'avais besoin avant de devenir réellement ce que je suis maintenant, savoir un comédien, un comique et un scénariste. Mais déjà, dans cette agence, la première agence, je parle à BETC, et je suis déjà assez vite devenu un comique d'entreprise, en fait. Je faisais des vannes, je faisais des projets spéciaux vidéo, on avait une espèce de forum interne, internet, qui permettait de mettre des conneries, qui était En fait, il y avait de la créa dans la il y créa. avait de la créa dans la créa, exactement. D'accord. Donc ça m'a probablement dirigé, même inconsciemment, vers ce que je fais maintenant. Et comment la différence entre pitcher un sketch quand on est sur scène, parce qu'en fait en gros vous pitchez une Ouais. blague, et quand t'étais dans la pub, quelles sont les différences ou les similitudes? D'abord, on travaillait déjà à plusieurs. Dans la pub, on était toujours en binôme, minimum. On réfléchissait ensemble, on faisait des dessins. Quand c'était des scripts de films, on écrivait les dialogues. Quand c'était des radios, j'écrivais tout le dialogue et toute la radio. Et donc c'était pas très différent finalement. Après, on présentait ça à un directeur de création et c'est lui qui disait s'il était ok ou pas et si on pouvait le présenter aux commerciaux, qui ensuite allait le présenter aux clients. Donc il y avait tout ce processus de multiples décisions. Mais après, la création elle-même, elle se faisait exactement comme on écrit un sketch. On était l'un en face de l'autre dans une table. On fait et si le mec il mange le yaourt, en fait, il se met dans le fion. Ah non, ça passera jamais. Voilà. Il y avait C'est comme dans la série Mad Men. Ouais, C'est-à-dire que ça- tu mais vois ça les ressemble, mecs qui sont autour d'une ouais. table et ils bavassent. À un moment donné, ils font des trucs de dingue. Oui, on toujours Ils se mettent sur la tête. Voilà, on trouve des idées voilà. délirantes et puis à la fin on revient sur une idée plus vendable Ouais. entre guillemets. Moi, ce que j'aimais bien souvent, c'est que on me proposait des pistes vraiment délirantes qui ne se faisaient jamais, mais au moins on avait pu les proposer. Donc on rigolait bien, voilà. Il y a une pub que tu pourrais citer sur laquelle Sur laquelle j'ai bossé, ou non. t'es fier. Non, Rien. là, vraiment, Même pas je suis un un petit ancien, prix, je suis un un petit ancien tableau nazi, d'honneur. je me rappelle de rien. On va trouver. C'était pas On moi. va envoyer le Mossad. Non, Non. j'étais pas. Non, J'étais je me pas. rappelle surtout de pub radio en fait, parce que je faisais énormément de radio et j'aimais beaucoup ça. Et justement, les gens m'ont dit, notamment dans les studios radio où j'enregistrais, me disaient, mais mec, c'est peut-être ça que tu devrais faire en fait. Peut-être que Pour tu devrais. quel type de radio tu travaillais? Je me rappelle quand il y avait le passage à l'Euro, on faisait des pubs avec Bigard et Jacques François. Qui s'appelait le Café de l'Europe, où Bigard faisait un client et Jacques François faisait non, c'est l'inverse. Jacques François faisait le client et Bigard faisait le barman et il parlait de l'euro, quoi. Qu'est-ce que ça allait changer? Alors, Bigard, on faisait du Bigard, genre, ouais, mais enfin, on va se faire arnaquer. Mais pas du tout, Jean-Michel. Parce qu'avec l'euro, il va y avoir un taux de parité fixe. Bon, en fait, il avait raison, on s'est fait arnaquer, mais bon. Et Bah oui. tous les matins, il y avait un sketch, quoi. Donc, tous les matins, il y avait un sketch de 30 secondes. Donc, Et tu bossais avec Bigard?
Et ouais, j'ai bossé avec Bigard, j'ai fait faire des C'est pubs comment de à- bosser avec lui? Non, mais j'ai fait ça, on a fait quelques enregistrements, j'ai dû en faire. En fait, tu lui écris le vingtaine. texte et lui, il venait Oui. l'enregistrer en studio pour que Voilà, ce soit diffusé. avec Jacques François, et c'était sympa. Après, il mettait ses mots à lui quand même. Bon, pas vraiment. Des fois, ils Bigard, disent, oh, je vais plutôt le dire comme ouais. ça, mais en vrai, les mecs, ils enquillent. C'était- Ça leur fait de l'argent, il faut aller vite, ils ont pas que ça à foutre. Et la J'ai- pub- Oui. J'ai bossé avec, je sais pas, Bourali, par exemple, de Scène de Ménage. Il faisait énormément de pubs au début des Avec années Frédéric 2000. Bourali, Ouais. oui, qui est un Ils faisaient énormément grand de pubs. comédien de théâtre. J'ai bossé avec même Poulvord, une fois j'ai fait une pub avec Poulvord. Enfin, ils en faisaient tous et c'était marrant à faire. Donc c'est plutôt ça que je me rappelle. Et puis j'ai fait comme des dizaines d'autres, des accroches Monoprix pour les boîtes de cassoulet, genre ce soir ça gaz, voilà, ce genre de Ah, vanne. d'accord. C'est Qui- sur les non, boîtes. Ils font toujours Voilà. des blagues d'ailleurs. Monoprix. Ouais, et ça fait 15 ans que ça, je sais pas, 12-13 ans que ça dure, quoi. Donc Ouais. j'en ai fait beaucoup. Voilà, c'était Donc marrant. ça, tu as fait ça pendant donc 10 ans, on va dire. À peu près 10 ans, ouais. Le Pitch Club de David Azencott. À quel moment l'idée de la scène arrive? Alors, l'idée de la scène arrive vraiment très tardivement, en fait. C'est ça qui est fou. C'est que, en fait, en 2006, je rencontre un type très sympa, qui est d'ailleurs le frère d'une meuf qui bosse dans la pub, qui s'appelle Julien David, et il avait un projet de dessin animé, et je l'ai coécrit avec lui. Et il est passé sur Canal en 2007. C'était quoi Et comme dessin animé? Ça s'appelait Les Multiples. C'était une espèce de truc en 6 épisodes complètement foutraque, une espèce de South Park. Et c'était assez marrant, même très marrant. Et donc je me suis dit bon bah là ça montre que il faut que tu reviennes au scénario, il faut que tu redeviennes ce que tu voulais être, à savoir un scénariste. Donc je commence à écrire des scénarios. J'ai un pote avec qui j'écris. Je me dis bon voilà, là maintenant je vais démissionner. Donc je démissionne en 2007. Ah, tu démissionnes quand même. Ouais, enfin non. Disons, si bon, maintenant c'est légal, donc, enfin, je veux dire, il y a prescription, donc je peux le dire. Je négocie un licenciement, un faux licenciement. en fait, Économique. voilà, ouais. D'accord. Enfin, je me fais virer par les directeurs qui sont mes potes, et Oui. donc du coup, voilà, j'ai le droit au chômage. Ouais. Et après, donc j'écris pendant 2 ans avec ce pote. On essaye de fourguer des scénarios, on trouve un agent, etc. De séries, des projets de films, etc. Bon, ça marchote. Et puis, je me dis que le vrai truc, c'est qu'il faut que je dirige des acteurs. Parce que j'avais déjà fait des courts-métrages, et je me dis, si je veux recommencer à diriger, parce que vraiment, c'était le projet, je me suis dit, bah, j'ai bien vu, c'est cool d'être scénariste et réalisateur, donc moi, j'aime bien la comédie, donc voilà. Je vais prendre des cours de théâtre, ce que je n'ai jamais fait. Donc, je vais au cours Florent. Et je m'inscris au cours Florent, et je passe 1 an au cours Florent, et bah, en fait, j'aime ça. Pas au point de faire les 3 ans, parce que j'ai déjà 37 ans à l'époque. Et je me dis, bon... Ouais. Excuse-moi, Ouais. je t'interromps. Tu débarques au cours Florent, c'est très jeune le cours Florent. Ouais, ils sont très jeunes. C'est Mais le alors, gamin, hein, je ils ont débarque 22, au cours du 23. soir. Je débarque Ah, au cours du soir, soir. il y a de tout. Il y a tout, donc il y a beaucoup de gens de mon âge. Et après, quand j'arrête vraiment de bosser, je passe à un autre cours du matin, je change de prof, et je me retrouve effectivement avec des gens très jeunes. Je me retrouve avec un mec plus âgé que moi, qui est à la retraite, et un mec qui a à peu près mon âge, et tout le reste, ils ont 21, 22 ans. Et donc comment ça se passe la transition? C'est-à-dire que toi, t'es encore tu sors de la pub. Bah, la différence avec les autres, c'est que je sais écrire et qu'il y a j'écris mieux que les autres, quoi. Il y a des projets d'écriture et c'est beaucoup plus facile pour moi de les écrire. Mais par contre, ce que je n'ai pas, et je m'en aperçois à ce moment-là, c'est, j'ai déjà fait des pièces de théâtre quand j'étais gamin, mais je suis pas monté sur scène depuis 20 ans, quoi. Ouais. En dehors de quelques discours de mariage, quoi. Donc, et je m'aperçois très vite que j'aime ça, et avec le prof que j'ai, je commence à devenir un peu plus corporel, à exprimer des trucs, pas juste à faire des sketchs, ce que je faisais déjà avant, parce que j'avais quand même fait des sketchs vidéo, etc. avec des potes, mais vraiment à jouer des personnages. Et en fait, à ce moment-là, mais vraiment au même moment, sans que ce soit vraiment voulu, je croise des gens qui organisent un plateau d'humour. Un des premiers plateaux d'humour à Paris. C'était où? C'était au Madame. C'est une boîte de nuit à côté des Champs-Élysées. Ouais, d'accord. Et il y avait un soir où ils faisaient un truc d'humour. Et je me rappelle très bien de 2 humoristes qui étaient là ce soir. Il y avait Bounaymin Ah oui. et Sébastien Giray. Et les deux, déjà, donc c'était il y a 12 ans, 13 ans, font des sketchs super, quoi. Mais à l'époque, pardon, ouais. Juste à l'époque, le stand-up est encore Embryonnaire. on va en dire, train en France. d'apparaître. Il y a en le France. Jamel Comedy Club, quoi. Ça démarre tout doucement. Voilà. Les scènes ouvertes, ça démarre tout doucement. On est vraiment au balbutiement. Il y en a très peu. Il y a le Changeman et il y a le Pranzo. C'est Ok. ça. Voilà. Donc c'est deux, pas C'est comme maintenant deux aujourd'hui, seuls t'en as endroits, plein. hein, c'est pas Mais comme à l'époque, maintenant. c'était Voilà. 2-3 salles dans Paris. C'est très très rare alors, c'est pour ça que beaucoup de gens allaient au théâtre Le Bout, par exemple, qui avait 2 salles à l'époque, et beaucoup de gens faisaient directement leur heure et jouaient leur heure là-bas, parce qu'il y avait peu d'endroits où jouer des morceaux de spectacle, quoi. Et donc,
à partir de là, je réfléchis encore et tout. Je me dis, est-ce que vraiment j'ai envie de faire du one-man show? Enfin, stand-up ou one-man? Est-ce que déjà à l'époque, tu connais le stand-up déjà? Je connais pas plus le stand-up que ça, finalement. Moi mes références, c'est des proches, c'est Bedos, en fait. Pour moi, ce que j'ai envie de faire sur scène, c'est ça mes références. C'est un peu du stand-up. Hein. C'est un peu du stand-up, mais t'as pas le micro à la main, par exemple. Oui. Voilà. Mais les thèmes abordés, c'est souvent des thèmes personnels. Ouais, mais des proches fait beaucoup de digressions sur la politique, etc. Bedos aussi, un mélange. Mais c'est souvent un jeu. Ouais. Tu vois. Mais il brise le quatrième mur en permanence. C'est-à-dire des proches, ils parlent au public, etc. Ils s'interrompent quand quelqu'un dit un truc. Bon, voilà. Et donc en fait, je continue à hésiter. Je fais donc le cours Florent pendant 1 an. Je continue d'écrire mes projets de scénario. Et puis en 2008, je pars faire un road trip aux États-Unis tout seul, justement pour réfléchir. La route 66 en La moto. route 66 en bagnole, Ouais, en pas comme bagnole de Johnny. merde. Il n'y a rien sur cette route là. Et surtout la route 66, elle est coupée tout le temps en fait. On peut pas aller tout Donc loin. c'est un mythe. Ouais, c'est un rien. mythe Donc total. ne la faites pas. Non, c'est de la Il y a merde. 3 restez villes, chez même vous. pas. Il y a 3-4 grosses villes à voir, c'est tout. Hein. Et j'ai beaucoup passé de temps à réfléchir tout seul dans la bagnole et quand je suis revenu, je me suis dit bon bah je vais me mettre à ça quoi. Je vais commencer à faire du one man. Et ça se passe comment alors du coup? Tu rentres, tu sors un cahier Et ben directement. tu noircis les pages Ouais, ou... j'ai sorti un cahier effectivement. J'ai commencé à écrire des petits sketchs et puis très vite 30 minutes, trop vite probablement. Mais au début t'es naïf. Oui. Hein, Puis t'es dans une frénésie, ouais. Là, on frénésie est en quelle année créative. à peu près là? On est en 2009. Là, on est en 2010. 2009, ouais. Ouais, donc tu commences. Mais ce que tu fais, c'est du one man, c'est-à-dire tu fais des personnages extérieurs à toi. Non, c'est toi je fais déjà du stand-up, mais je joue sans micro main. Mais je fais déjà du stand-up. Je parle déjà au public en étant moi-même. Et au niveau de l'inspiration, Bah, c'est déjà la société de consommation. je veux dire, les gens de qui tu t'inspires. Est-ce que tu regardes déjà d'autres stand-uppers? Est-ce que tu t'informes? Je regarde peu de stand-uppers américains, par exemple. Je suis pas du tout érudit comme le sont les gamins maintenant, quoi. T'es pas un geek du stand-up. Ça, je te Non, parle de cette époque-là, non, hein, je suis pas un 2009, geek. Oui, non, mais ouais. même maintenant, je suis pas du tout un geek du stand-up. D'accord. Je vais pas regarder tous les trucs en prenant des notes et tout, parce que je suis paresseux déjà. Et puis parce que je sais pas, je fonctionne pas comme ça, quoi. Donc je peux pas te dire ah oui bah ça c'est le fonctionnement de blague de Brad Matthews en 1992 quand il a fait son spectacle à Pasadena, quoi. Non, je vais pas te dire ça. Ouais, comme certains fans de jazz, quoi, ouais. qui te sortent le concert à tel endroit. Voilà, c'est ça, avec c'est tel mec, exactement Et comme qui était le jazz, contrebassiste. Ah, je reconnais la trompette. Comme le siège Ah, ouais. des inconnus, là, où ils parlent d'un morceau qu'ils n'arrivent jamais à mettre. À chaque fois, ils chantent, oui, mais après, il a fait ça avec un tel. C'est exactement ça. Donc, toi, t'étais pas dans cette mouvance. Non, pas du tout. Pas du tout. Ouais. Et je me suis dit, en plus, je vais avoir mon style à moi et tout. Bon, évidemment, j'avais pas du tout un style personnel, mais bon, je le pensais. Et j'ai commencé à jouer. J'ai fait quelques cours au Théâtre Lebout, qui faisait une école d'humour à l'époque. Le Tête le Bout, c'est à quel endroit dans C'est Paris? à Pigalle. C'est à Pigalle. Et ils forment des comédiens. Ouais, D'accord. et voilà. Alors, ils étaient les premiers à tenter de faire des écoles d'humoristes. Bon, après, c'est un vaste débat. Est-ce que les écoles d'humoristes sont nécessaires? Je n'en suis pas persuadé. Mais bon, ça peut mettre le pied à l'étrier. Oui, Moi, ça, pour voilà. commencer, ça te Pour donne un peu commencer, les... ça t'oblige à jouer régulièrement, etc. Ouais, la technique Donc, aussi, voilà. un peu. Ouais. Un peu technique. Bon, Ouais. encore une fois, moi, j'avais quand même pas mal pris la technique au cours Florent. Ça m'a, pour le coup, Toi, ça. acquérir de la technique, si tu fais du stand-up, quand tu démarres, Ouais. c'est important de prendre des cours. Rétrospectivement, je m'aperçois que ça l'a été parce que j'ai quand même pris des cours de clown, des cours de mime. Et du coup, ça m'a donné Pour les anniversaires, ça peut servir. voilà, ça m'a permis d'arrondir mes fins de mois Déjà en faisant les fêtes d'anniversaire, en gonflant des ballons. Mais non, mais je trouve que ça m'a quand même aidé, même si au début, j'espère être un peu meilleur que je l'étais il y a 10 ans. Mais je pense que ça m'a quand même donné des bases que j'aurais pas eu sinon. Ouais. C'est un peu comme le solfège, quoi. Ouais, Tu peux avoir voilà. à connaître Faut les notes, un connaître peu, ses si gammes tu un fais de la petit peu. musique. Tu peux être un super jazzman sans connaître les notes, mais bon, c'est bien de les connaître quand même. Et donc après, j'ai commencé à jouer classiquement comme tout le monde le fait dans les plateaux. Et puis, comme tu le dis, il y en avait moins à l'époque. Ouais. Donc je jouais déjà mon spectacle au Théâtre Lebout. Puis après, je suis passé de théâtre en théâtre. Et j'ai très vite voulu faire 1 heure. La grosse différence, je pense, avec peut-être maintenant, me semble-t-il, c'est que j'ai pas essayé de faire mon 5 minutes parfait ou mes 10 minutes parfaites. Je voulais faire un spectacle d'1 heure. J'ai rencontré une metteuse en scène. Voilà, on a bossé ensemble. Qui est cette metteuse en scène? Fanny Lodicina, qui est une metteuse en scène de théâtre. Et donc voilà, on a commencé à bosser. Puis j'ai pas du tout, fait les étapes dans le bon sens, quoi. C'est-à-dire que t'es pas là sur les plateaux à tester. Enfin, à l'époque, tu Il y testais avait pas. pas beaucoup de plateaux où Ouais, donc tester. tu pouvais pas tester. T'arrivais sans filer sur scène. Ouais, c'est ça. Et donc je modifiais le spectacle au fur et à mesure. D'accord. Voilà. Là, tu testais en live devant le public Je le testais jour en du live, spectacle. ouais, voilà. Ouais, pas comme maintenant où tu peux faire des tests sur Voilà. les plateaux. Ouais, c'est très différent. Oui. Et puis voilà, j'ai continué à jouer. Après le Pranzo a fermé, j'ai pas vraiment participé au Pranzo. Je suis arrivé un peu tard et puis j'y ai pas beaucoup joué, quoi. Et puis voilà, après les choses se sont faites naturellement.
j'ai décidé de faire Avignon avec mon premier spectacle Fils de pub. Ça, c'était en quelle année, là? Ça, c'est 2000. C'est pas, à vrai dire, c'est pas le premier, c'est le premier et demi, quoi. Il y avait déjà un premier spectacle et qui est devenu Fils de pub. Donc c'est en 2013, le premier Avignon. Et ça se passe comment alors quand t'es en Avignon pour décrire un peu le... D'abord, je dirais aux jeunes, ne le faites pas, ça sert plus à rien. Déjà. Pourquoi ? Parce que en vrai, il y a tellement de spectacles, il y a des milliers de littéralement dans la des masse. centaines de spectacles, t'es noyé dans la masse. Et maintenant, avec Internet, c'est pas ça qui va te faire rencontrer des exploitants de salles, etc. C'est pas ça ça sert plus Faut à y rien. aller faire la fête, c'est bien. Oui, faire la fête, c'est cool. C'est Voir des spectacles comme ça, évidemment. mais si tu veux faire carrière, c'est pas pareil. Mais dépenser 10 000 balles, Ouais. faut les sortir quand 10 000 même. balles. Ah bah c'est pas compliqué, c'est 100 balles la place de théâtre quasiment. T'es à D'accord. 80 places, c'est 8 000 balles, plus la location, hein, plus Oui, parce qu'il faut l'appartement, louer. plus la Ouais. bouffe, plus les affiches, plus les flyers. Ouais. Voilà, Ouais. donc Les flyers que tu jettes à la fin, apparemment, c'est une tradition que pour ceux expliquer. qui restent, ouais. En fait, à tu la les jettes fin, en l'air. ils jettent en l'air tous. Ouais. C'est-à-dire Si t'en que restes. Pour l'environnement. Si t'en restes. Ah oui. Faire un C'est un bon spectacle en Avignon, c'est le festival d'Avignon qui a lieu tous les ans, Ouais. hors Covid, là-bas en juillet. Ça implique beaucoup d'investissements numéraires Mm. pour finalement pas trop de... Pour me semble-t-il assez peu de retour, résultats. en fait. Voilà. C'est rare. Avant, il y a soi-disant une époque bénie où on vendait, on repartait en ayant vendu 50 dates fermes à différents théâtres dans toute la France. Bon, c'est plus comme ça. Mais entre ça, et le Festival d'Avignon, donc j'ai quand même joué pas mal à Paris. Je continuais à faire des freelances de pub. C'est comme ça que je bouffais en fait. Donc voilà, j'en étais pas fier, mais il fallait. Et surtout, l'avantage quand tu fais des freelances, c'est qu'en général, tu es payé pour les faire, mais les pubs ne sont quasiment jamais vendues. Parce que tu es en concurrence avec d'autres équipes et c'est souvent les autres C'est équipes comme qui des gagnent. pilotes, quoi. C'est plus comme des pilotes, Ouais. voilà. Ils font Et des compètes, c'est ça ils genre. font des compètes Ouais. et souvent, moi, ils m'appelaient parce qu'ils savaient que je faisais des trucs drôles et en gros, ils me demandaient de faire une piste un peu loufoque qui servait à faire marrer le client, mais c'était pas celle-là qui vendait. Ah Donc ouais. l'honneur était sauf. J'avais pas l'impression de. Mais c'était pour le ramollir. Voilà, pour le ramollir et bam, hypercute. Et Ouais. et donc j'ai quand même fait ça beaucoup. J'ai commencé à écrire pour Studio Bayel. D'accord. Alors, Studio Bagel, faut revenir dessus. C'est un Oui. projet qui est né en 2012 par là, Une boîte Ouais, de c'est production ça, ouais. avec contenu. plusieurs comédiens qui se réunissent Ouais. dans un endroit où ils fabriquent de l'humour filmé. Voilà, Oui, réunis par Lorenzo Benedetti qui avait trouvé plusieurs youtubeurs déjà un peu Voilà. connus et qui les a réunis tous ensemble effectivement. Et Lorenzo, en fait, j'avais déjà bossé avec lui sur plein de projets de séries, donc à partir de 2010, 11, un truc comme ça. Donc j'écrivais beaucoup de projets de séries à ce moment-là. C'est mon activité principale, c'était le scénario, donc essayer de vendre des trucs, donc effectivement en pure perte avec le recul, et faire quelques freelances et donc faire la scène. Mais probablement pas assez de scène, c'est certain. Je me rends compte maintenant. Même si je faisais Avignon et tout, j'avais l'impression d'être à fond, je faisais pas ça à fond en fait. Et puis deuxième Avignon, troisième Avignon, et puis là j'ai vraiment commencé à beaucoup bosser pour Studio Bayel. On a fait le dézapping sur Canal+. Et puis je me suis vraiment, je dirais, sorti les doigts du cul et j'ai vraiment commencé à vraiment bosser beaucoup la scène à partir de 2015. Ouais. 2015, on a une époque où tu as des scènes qui commencent un peu à émerger de partout. Voilà, ouais. Même si là, en 2020, justement, comment tu vois cette évolution du stand-up en France par rapport à la multiplication des plateaux Je trouve ça très bien, hein, évidemment. Mais je vois bien le décalage. Déjà, moi, je suis plus vieux que la plupart. Ouais. Et je vois le décalage aussi, justement, avec tous ces érudits, tous ces gens qui ont fait quasiment des facs d'humour, quoi. Ils connaissent tout par cœur, ils veulent faire ça depuis l'âge de 12 ans, alors que moi, jamais ça m'aurait traversé l'esprit à 12 ans d'être sur scène à 45. Hein. Et en fait, c'est marrant, quoi, parce que c'est vraiment ça s'est professionnalisé à l'américaine, c'est-à-dire c'est devenu un vrai métier avec un parcours à avoir, des étapes à franchir, etc. Quoi. Donc toi, tu reconnais dans la fabrication du matériel humoristique actuellement la différence par rapport à 2008 quand tu as démarré. Ah ouais, totalement. C'est- Le niveau est stratosphérique. Et pour toi, c'est exponentiel. C'est amené à évoluer encore pour toi. Oui, bien Tu sûr. penses que pour toi, c'est la bonne direction Ça tire le stand-up vers le haut, tu vois. Ça tire vers le haut, Ouais, le tu fais niveau une de- émulation, mais- ouais. Voilà, le niveau est de mieux en mieux, mais ça va devenir de plus en plus difficile d'y entrer et d'y rester. Parce qu'il va, en plus, vu que maintenant il faut se renouveler en permanence, on te demande de trouver quasiment un nouveau sketch parfait de 5 minutes toutes les 2 semaines. Il y a pas beaucoup de gens qui y arrivent quand même. Hein. On parlait de tes influences, d'ailleurs, j'aimerais qu'on en parle un peu. Enfin, tu Oui. parlais de Desproges et Charlie Hebdo, Rakiri, tout ça, ça en fait partie. Évidemment, Charlie Hebdo, énormément. Moi, je suis vraiment Charlie. Hein. Les deux périodes, c'est-à-dire celle de l'époque. Oui, les vieux. De Ouais, Choron. les vieux. Ouais, j'ai Et celle de Choron. des recueils. Ouais. Et puis jusqu'à maintenant. Pour toi, au niveau de qualité humoristique, je parle vraiment de
de ce qui fait marrer à fond, quoi. Parce que quand je regarde, moi, des vieux trucs de GB, tout ça, des C'est peut-être plus marrant que. de Choron, Ouais. enfin, moi, ça m'explose de rire. Mais c'est plus loufoque, c'est plus barré. Aujourd'hui, j'ai pas les mêmes rires. C'est-à-dire, quand je Non, compte, non. tu vois, c'est pas pareil. Moi, les derniers gros fous rires que j'ai eu en lisant Charlie Hebdo, c'est Luz. Luz, qui est plus à Charlie Hebdo. Ouais. Luz, c'est un génie, quoi. Ouais. Et chaque fois qu'il fait un dessin, tout est drôle, il y a des trucs qui m'ont fait pleurer de rire. Et c'était donc il y a 6-7 ans, quoi. Après, mes influences contemporaines, parce que j'imagine Oui. que c'est la question qui arrive, c'est... Enfin, ça peut être Charlemagne, hein, ce qu'il disait. Ouais, ça peut être... Non, mais j'ai été très influencé par Gottlieb aussi. Mais enfin, c'est Ouais. c'est Ah, ce que je justement. disais quand j'étais gosse, donc voilà. Parce qu'en préparant l'émission avec Mousse, il parlait de Gottlieb. Alors, Oui. il représente un peu Gottlieb. Ouais, Gottlieb, c'est une génération à l'époque de Goscinny. Ouais. Tu vois, on est dans les années 70, Uderzo, c'est l'âge d'or de la BD pour moi. C'est là où il y a des immenses BD qui se font. T'as Métal Hurlant, Ouais. c'est un art en part entière. Avant l'arrivée de l'animation et tout ça. Et donc, il y a des grands créatifs et puis des grands tarés. Et Gottlieb, c'est un immense dingue. Parce que quand tu lis du Gottlieb, il envoie, tu fais un peu du Gottlieb sur scène, hein. Oh, merci, Mais putain, ça il fait est plaisir. ultra. Enfin, comment dire, faut C'est- lire. c'est Parce que délire, ça va- c'est- Aujourd'hui, je sais pas si tu pourrais le refaire des trucs comme il fait. Bah, c'est délirant. Alors, il a eu sa période cul qui était vraiment cul aussi, mais surtout, c'est délirant. Il fait parler Isaac Newton, il fait parler des animaux, c'est du non-sens, en fait. Et il y a des narrations absurdes, et les gens passent d'une case à l'autre. Enfin, c'est comme tu dis, c'est Ouais. cette période où la BD s'affranchit des règles, en fait. Donc, mais moi, ça me faisait hurler de rire. Ça me fait toujours hurler de rire, d'ailleurs. Et puis, il est très influencé par des Américains aussi. Où je sais tu pas. dépasses le cadre. Oui. Tu casses le cadre. T'as les icônes qui disparaissent, qui reviennent. Il y a des running gags. Il y a beaucoup de running gags. Il y a énormément de running gags. C'est intéressant parce que le rapport avec le stand-up Ouais. et il y a beaucoup de running gags je vais pas raconter des histoires, mais effectivement, il y a des personnages qui sont au début, tu les retrouves après. Je Ouais. vous ai déjà dit que, Il y a un mec qui va là. Voilà, avec le chien, là. avec Galuron. C'est ça. Mais aussi, souvent, il brise le quatrième mur en permanence. Oui. Il parle au lecteur, il dit, attendez une seconde, où est-ce que j'ai mis mon truc? Il sort de la case, il revient 3 cases après. Enfin, c'est Et délirant, donc, pour quoi. toi, dans ton écriture. Oui, parce ça a que- dû m'influencer ouais. parce que c'est toute mon enfance. Comme tu dis, déjà à l'époque, ça avait déjà 15 ans, ou au moins 15 ans, ou 20 ans, ce que je lisais. Mais ça m'a influencé. Mais comme ça a influencé les nuls m'ont énormément enfin, Oui. les nuls, plus que les inconnus, m'ont beaucoup parlé. Par leur Pourquoi non-sens. Le non-sens qui était beaucoup plus fort que chez les inconnus, je trouve. Le non-sens à l'américaine, y a-t-il un pilote y a-t-il un pilote dans l'avion? Ouais. Il y a des sketchs qui sont aussi très datés parce qu'ils faisaient des références à des trucs de l'époque. Oui. Mais il y a quelque chose qui encore me parle énormément à moi, quoi. Et puis il y avait une modernité aussi qui s'est perdue justement parce qu'elle est datée probablement, mais Oui. il parlait de sujets, il faisait des vannes en arabe par exemple, Ouais. comme il y en avait plusieurs qui étaient d'Afrique du Nord, il sortait des Ouais. mots en arabe par Ouais. moment, et tout ça c'était des, C'est transgressif. C'était code. mais c'était rigolo. ouais, et c'était je sais pas, c'était nouveau, quoi. C'était nouveau, et je pense que ça a marqué tous les gens de cette époque. C'est pas pour rien que tout le monde a été influencé par les nuls, ouais. Et Jean-Yann? Et Jean-Yann, mais très bonne Tout le référence. monde il est beau, tout le monde Tout le monde il est beau, tout le monde est gentil. Enfin, ouais, parce que J'ai vu c'est- plein de Je fois. conseille à tout le monde de voir Ouais. ce film. C'est cohérent en fait. Si ouais, Gottlieb, Jean-Yann. Ouais, Mel Brooks. Mel Le Brooks. shérif est en prison. Les Monty Python, que Ouais. j'ai vu très jeune. Les Charlots aussi. La vie de Brian. On peut. Tout n'est pas mauvais dans On les peut ou Charlots. pas Tout n'est pas mauvais dans les Charlots. hein. Enfin, Et puis, j'aime bien le loufoque. Je suis pas si loufoque que ça sur scène, mais j'adore ça sur scène. J'ai vu Yacine Bellous il y a 2-3 jours, qui est vraiment un des meilleurs comiques français. Voilà, je le dis. ouais, je très fais, à l'aise. je très fais des bon. compliments des fois comme ça. Et Il a un et- très bon documentaire qui est sur Netflix. ouais, Ouais. sur les comiques du sur les monde comiques, entier. ouais. Et donc lui il est très influencé par Eddie Izzard, qui lui-même a été très influencé par les Monty Python, qui eux-mêmes ont été très influencés par d'autres comiques anglais qu'on connaît pas en France. Ouais. Voilà, et cet absurde-là, moi j'adore sur scène. Je sais pas le faire aussi bien que mais ça me fait hurler de rire. Voilà. Et par contre, donc des sketchs comme justement Eddie Izzard, la cantine de Star Wars par exemple, je trouve que c'est des chefs-d'œuvre absolus. Où il se fait parler Dark Vador qui est pas content parce que les trucs pour mettre les plats sont mouillés. Et D'accord. il engueule le responsable de la cantine. Et puis mes influences, en tout cas, les humoristes que j'aime bien en ce moment et dont j'admire le style et dont j'ai envie de m'approcher, c'est des types comme Bill Burr ou Jim Jeffries. Voilà, ça c'est les... Ça c'est les spectacles que tu regardes. Ouais, c'est ça que je regarde. Ah, il y a Louis C.K. évidemment. C'est quoi, c'est Ouais, le tout ton, le monde. le ton employé par Bill les Burr, comédiens. c'est son ton énervé,
mais rigolard. Jeffrey, c'est son ton, je suis un peu con, mais en fait, je le suis pas. Et tous les deux qui racontent des sujets de société d'une manière très intéressante. C'est-à-dire que ils sont... Bill Burr, surtout, est difficile à classer. Est-ce qu'il est réac? Est-ce qu'il est progressiste? Est-ce qu'il est juste un mec qui réfléchit à chaque sujet? Un peu je pense comme que toi. c'est ça. Et ouais, c'est un peu le ton que tu as. j'aimerais bien que ce soit moi, ouais. Parce que moi, souvent, quand je fais des vannes, on me traite soit de facho, soit de gauchiste. Ce qui est plutôt bon signe, en fait. Ça veut dire que je suis à peu près où je veux. Vraiment, ça m'est arrivé de me faire traiter aussi bien l'un que l'autre. Ce qui veut dire que sur des sujets, différents, je vais avoir des opinions qui sont pas celles qu'on attend forcément. Voilà. C'est sur quel support qu'on t'interpelle? C'est en sur général Facebook, YouTube, Twitter. voilà. Twitter moins. Parce que c'est plus un forum. C'est libre. pas les mêmes. sur Twitter. Ouais, ça peut arriver, mais c'est surtout Facebook et YouTube où j'ai des commentaires. YouTube, je suis très peu présent, mais quand je mets quand même des vidéos dessus, là, je me suis fait encore traiter de. De quoi alors? C'est quoi Là, c'était gauchiste parce que je me foutais de la gueule de Zemmour. Ouais. Et puis celle d'avant, je me faisais traiter de facho parce que je disais, il y a quand même un petit problème d'intégrisme en France, voilà. Donc c'est au choix en fait. Les gens, ils voient que ce qu'ils veulent. Alors ne parlons pas des blagues sur le handicap ou sur parce que j'ai fait des blagues. Une fois, j'ai imité Greta Thunberg. Qui est autiste Asperger, je vous le rappelle, et quand je l'ai mise sur scène, je la fais parler comme ça, parce que c'est vrai qu'elle est énervée, et donc on m'a dit, ouais, c'est psychophobe. Je connaissais même pas le mot. Psychophobe, ça veut dire quand tu te manques des gens qui sont cognitivement différents. Voilà. J'ai eu beau dire que moi j'adore Greta Thunberg, je défends Greta Thunberg, enfin, voilà, mais peu importe, t'as pas le droit de parler de ça. Pour toi, c'est de la nouvelle censure? C'est de la nouvelle censure, non, parce que ces gens-là n'ont pas le pouvoir de te censurer directement, mais s'ils sont beaucoup à te signaler à Facebook, ouais, tu te retrouves censuré. Donc tu te censures indirectement. Non, non, tu moi je veux pas me censurer, surtout pas. Je préfère être coupé d'un réseau et aller sur un autre, parce que heureusement qu'il y a plusieurs réseaux. Tu peux encore passer de l'un à l'autre, encore que. Mais tu vas pas commencer à te censurer. Comment tu définirais ton public? Justement, je sais pas, c'est bien le problème. T'as pas segmenté? Je pense que j'ai pas encore tout à fait trouvé exactement mon public. J'ai les estimations justement. Au premier tour. Oui, il y a du monde. Il y a des gens qui me suivent un petit peu, mais c'est pas, il y a pas une classe d'âge définie, il y a pas une sociologie définie. Après, je remarque quand même que je joue dans des endroits avec un public de 40 à 60 ans, c'est plutôt les gens à qui je parle. Voilà. Je type le Lucernaire ou le Théâtre du Rond-Point. Quand j'ai fait les premières parties de Madeignan, par exemple, et au Lucernaire quand j'ai fait mon spectacle, j'ai ce que j'appelle un public de renards argentés. C'est-à-dire des gens qui sont plutôt des gens qui réfléchissent et qui aiment bien rigoler en faisant qui lisent le Figaro. Excellent. Pas forcément qui lisent Libération. France Culture. Qui écoutent France Culture, qui peuvent lire le Figaro aussi. C'est ça aussi qui est curieux, c'est que comme je dis qu'il y a des gens qui m'attaquent en me traitant de facho, de gauchiste, je vais aussi être apprécié par des gens qui politiquement assez différents pour des raisons différentes. Et j'ai remarqué des fois que ça n'a rien à voir. C'est-à-dire, le Figaro, ils vont dire c'est super, et puis Télérama va dire c'est super aussi, et puis la Provence va dire c'est super, mais ils vont tous le dire pour des raisons différentes. Quand tu les critiques, ils ont pas retenu les mêmes choses. Et c'est assez marrant de voir ça. C'est que tu fais un filtre, quoi, en fait. Comment c'est quoi ton rapport avec la presse en général? Qu'est-ce que tu lis? Parce que l'autre fois, tu disais que tu lisais Le Parisien. Ouais, je lis Le Parisien. J'ai commencé à lire dans la pub parce qu'on avait Le Parisien comme budget à BETC. Et donc, on avait Le Parisien. C'est vous la pub, Le Parisien? Il vaut mieux l'avoir en journal, bien sûr. Oui. Super pub. Super pub. Franchement, c'est une des dernières pubs qui m'a fait rire. Elle était, c'était Luc Rousier et Eric Astorg et deux autres, je crois. Il y avait deux teams qui avaient bossé dessus. C'est des potes. C'est super pub, très marrante. C'était excellent. C'était des pubs excellentes. Voilà, c'est le genre de pub qui donnait vraiment envie de faire la pub. Puisqu'on parle de pub qui donne envie de faire la pub, on m'a envoyé hier la pub Burger King. Je sais pas si vous avez vu les deux pubs Burger King en rapport avec le Covid, où c'est Fred Testo qui fait semblant d'être un commandant de bord. J'ai pas vu. C'est extrêmement il drôle. reprend Il fait Hello, ladies and gentlemen, we are experiencing troubles, des turbulences, because of the Covid, because of la Covid. Et c'est extrêmement Burger drôle. King, ça vanne, ils y vont. Ça vanne, et franchement, ils osent dire, et la pub finit par putain, 2020, quelle année de merde. Alors c'est sur YouTube, c'est pas la téloche. Mais quand même, c'est marrant. T'as Winamax qui fait ça aussi, qui est un peu dans le clash, un peu dans la vanne. D'ailleurs, ils ont eu des petits problèmes récemment. Parfois. Ça, c'est sur leur compte Twitter. Mais ça, c'est quoi ça? C'est de la pub pour toi? C'est quoi? C'est de la communication? C'est les mecs de pub qui font ça? Des pubs type Burger King, ça a été fait par une agence de pub qui s'appelle Buzzman. C'est des vidéos de la vieille. Ça, c'est classiquement de la pub. Après, tout le truc qui est community manager, tout ça, pour moi, c'est un autre métier. Pour moi, c'est de la pub. C'est-à-dire qu'ils communiquent comme ça. C'est de la com. Ils envoient de la vanne pour être connus. Mais c'est un autre boulot, quoi. C'est vraiment des mecs qui sont des rois de la vanne, qui doivent savoir exactement ce qu'ils font à tel moment, qui n'ont pas vraiment de supervision, je pense, au moment où ils le font.
c'est plus être réactif. Donc quoi. c'est moins confié à l'extérieur, quoi. C'est Ouais. plus en interne. On va dire. Ah, c'est en interne, ouais, c'est quelqu'un en interne, ça c'est évident. Et qu'est-ce qu'on disait juste avant? Bah, tu parlais de ton rapport au la Parisien, presse. qu'en fait Ouais, tu le lisais Parisien. le Parisien. Et je lisais le Parisien et j'avais un peu, au début, je me disais le Parisien, c'est un peu comme François. Truc de taxi. Voilà, c'est un peu, voilà, c'est On a rien c'est contre les les faits taxis, divers, tout ça, voilà. Et en fait, non, c'est un journal qui a sorti énormément de scoops, surtout sur la mairie de Paris, des choses comme ça, les emplois fictifs, etc. Et qui est très bien conçu et qui maintient malgré tout une espèce de ligne éditoriale un peu floue, enfin, Neutre. un peu Bah, neutre. c'est voilà. pas du journal local en fait. C'est une sorte de journal local qui fait, veut c'est traiter l'effet. des affaires locales, mais Paris c'est tellement grand Ouais. que quand tu fais du local à Paris, après ça devient international presque. Mais ils arrivent à maintenir un côté parce qu'un journal local souvent il va rouler pour quelqu'un quoi. Et là t'as l'impression qu'on sait pas trop. Il laisse la parole aux gens qui sont pas contents quand C'est ça. Hidalgo bloque des rues, etc. Bon, et du coup j'ai commencé à vraiment bien aimer ce journal et j'aime beaucoup. J'ai eu une critique dans le Parisien que j'aimais bien qui disait il est comme le café turc sans filtre. Et voilà, et j'aime bien quand il y a des bonnes formules comme ça, je suis content, voilà, je suis putain, ils m'ont mis que 3 étoiles sur 5, mais ils ont trouvé une bonne formule, quoi. Et voilà, et donc j'aime bien avoir un bon rapport avec la presse, je préfère avoir un bon rapport avec eux. Après, voilà, j'ai été interviewé par plein de gens, y compris par le journal L'Incorrect, qui est un peu sulfureux parce qu'on sait pas trop pour qui il roule, mais bon, plutôt très à droite quand même. Mais bon, je voyais pas pourquoi je leur parlerais pas. C'est mon attaché de presse qui m'avait dit ils veulent faire une interview de toi, donc j'ai dit ok. Et puis ils l'ont faite. Bon, ils ont un peu légèrement, j'ai l'impression, déformé mes propos sur 2-3 trucs, parce qu'ils ont un agenda et que voilà, ils parlent que d'islam, donc c'est leur truc, donc ils ont retenu ça dans mon spectacle. Ils ont mis retenu des petites punchlines qu'ils ont un peu renforcées. un peu renforcé, ouais. Moi, il y a une phrase que je peux Dans en ces parler. cas-là, tu réagis comment? Tu contactes, tu leur dis ouais, vous j'ai changez, contacté ou- tout de suite, ouais, parce que pour le coup, c'était une phrase où il me faisait dire un truc que j'avais pas vraiment dit, Sorti du que j'avais contexte. pas dit du tout, En surtout. plus. C'est pas que je l'avais pas vraiment dit, c'est que je l'avais pas dit du tout, en fait. En plus, t'as un contexte de vanne, c'est-à-dire qu'en fait, t'as un chemin de vanne, et à un moment donné, Ouais, t'arrives à la mais punchline. c'était il m'interviewait en disant ouais, on a l'impression que vous allez pas assez fort des fois sur l'islamisme. Alors je dis bah si, excuse-moi, j'en parle quand même pas mal. Je parle. T'es sûr, t'es venu? Des djihadismes, etc. Mais j'ai dit, mais vous voyez, ça prouve que pour vous, ça va pas assez fort parce que vous avez un agenda en tête et vous pensez qu'il faut aller plus fort. Et en fait, ils ont mis une phrase où je disais, quand je dis que l'islam et l'islamisme c'est la même chose, non, j'ai jamais dit que l'islam et l'islamisme c'était la même chose. J'ai dit le contraire. C'est vrai, c'est le contraire. Mais ils ont un peu changé mes phrases, quoi. Et Donc, du coup, t'as eu droit de réponse? Ouais, j'ai eu droit. Mais de toute façon, personne n'a lu ce truc. C'est confidentiel. Mais j'ai tout de suite demandé à mon attaché de presse. J'ai dit, il faut un droit de réponse, quoi. J'ai pas dit ça, en fait. Ouais, si jamais demain Mais on c'est sort une dans phrase. 10 ans. Mais c'est une phrase. Et j'en parle exprès, justement, parce que j'ai pas envie qu'on me le ressorte dans 10 ans. Mais ça m'étonnerait parce que c'est une phrase dans un article qui doit faire au moins 10 pages. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'était un article de fond. C'est une vraie interview. Ils sont venus m'interviewer. Ils m'ont filmé aussi. Donc il y a la vidéo quand Ah même. ouais. Hein. Ils m'ont filmé. C'était pas juste un petit report. Non, dans un ils sont spectacle. venus au Lucernaire. Ouais, Quand je vais au Lucernaire, ils ont fait un vrai reportage, exactement comme Télématin l'avait fait avec Damien Thévenot. Il était venu me filmer au Lucernaire. J'avais eu des très bons reportages au Lucernaire où les mecs avaient pris le temps, quoi. Ils avaient installé les caméras, etc. Donc voilà, c'est un reportage. Mais le fait est que quand on a ça m'est arrivé plein de fois avec d'autres journaux aussi, que dès qu'on donne une interview, les mecs, ils la refont un peu à leur sauce. Hein. Ouais. Donc, en général, c'est pas grave, t'as pas besoin de demander une rectification. Mais des fois, j'ai des journaux de province, disons les mots comme ils sont. Une meuf, je sais plus où c'était, mais enfin, on me dit, il faut, la journaliste aimerait que tu l'appelles. Déjà, elle vient pas te voir. Donc, je l'appelle, elle fait, excusez-moi, je suis en train de jardiner, non, parce que je suis journaliste qui a mi-temps. Tu fais, ok, super, ça va être cool. Et la meuf, elle a raconté n'importe quoi. Je lui ai parlé au téléphone, elle a raconté n'importe quoi. En fait, elle a écrit. Elle a écrit une phrase sur deux en même temps qu'elle rempotait ses bulbes, voilà. Mais ça sert à rien, tu vois, j'allais pas faire rectifier l'écho de je sais pas quoi, l'écho de la fouilleuse, voilà. Juste pour terminer, je veux savoir, est-ce que on a fait une interview pour Love Comedy, tu dis que t'es un pessimiste joyeux. Ouais. Est-ce que c'est toujours le cas? Pendant le confinement, j'étais un pessimiste, vraiment pas joyeux du tout. Mais tu kiffais un peu quand même ou Pas non? du tout. Ah ouais. Ah non. Et d'ailleurs, ça m'a rassuré de voir que des gens comme Dedo ou Tania, comme moi, ont très mal vécu le confinement et n'ont rien produit. Parce qu'on voyait tous ces gens qui faisaient des vidéos tous les jours. Ouais. Moi, j'étais au 36e dessous, je pouvais pas sortir. Je me suis aperçu que j'ai beaucoup de mal à pas pouvoir sortir. Tu t'es confiné à quel endroit? Alors, là aussi, je pourrais en faire un sketch. J'ai eu l'excellente idée de me confiner chez mes parents. Ah, donc fallait pas trop sortir. Mauvaise idée, voilà, Ah. mauvaise idée. Il faut Ouais. pas faire ça parce que t'imagines toujours que tu vas en profiter pour avoir des conversations profondes comme dans les films américains. Ouais. Genre, tu sais, Brad, l'important c'est de croire en ses rêves, mais en fait, c'était plutôt des discussions genre, la chloroquine, t'en penses quoi? Donc, c'était pas très intéressant. Si c'est des gens très C'était intéressants. en province, t'étais pas à Paris? Non, c'était à Paris. Et puis en plus, tu pouvais pas trop sortir Ouais. pour pas pour Bah, peur de les contaminer. Voilà. En fait, l'idée, c'est que comme on se voit très souvent, je les avais vus 2 jours avant le confinement, donc Ouais. on s'est tous dit, bon, autant être ensemble, comme ça, on saura s'il y en a un malade.
je me suis dit, je préfère être là s'ils sont malades, plutôt que d'être empêché de pouvoir les voir, etc. Et puis au bout de 15 jours, on a bien vu, il y avait mon frère aussi. Parce que mes parents, ayant vécu les 30 Glorieuses, ont un grand appartement. Et donc, au bout de 15 jours, on a bien vu qu'ils étaient pas malades, et nous non plus, donc on a continué à faire attention, etc. Et puis, au bout de 2 semaines de plus, là, on commençait vraiment à péter les plombs. À tous, disons que c'est moi, j'ai du mal à rester enfermé. Vraiment, et je me suis barré à la campagne, en fait, chez des amis, en faisant attention, avec les gants, le masque et tout, je voulais pas contaminer des gens. Et à la campagne, l'avantage, c'est que tu peux sortir, parce que personne te surveille, t'es dans un grand champ, il y a personne. Mais à Paris, le confinement m'a vraiment pas plu du tout. Je fais pas partie des gens qui disent c'était trop génial. Il y en a qui disent que c'était génial. Non, parce qu'apparemment ils ont sorti un sondage comme quoi il y a 2 Français sur 3 qui seraient pour un reconfinement. Non. Alors je sais pas où ils ont sondé, mais ils ont sondé à l'Elysée, je pense. Oui, restez chez vous, c'est très bien. Continuez. Il y a de plus en plus de mythos, j'ai l'impression. Non, voilà, donc toujours pessimiste, joyeux. Toujours pessimiste. Je suis redevenu un peu plus joyeux, mais bon. De toute façon, je pense qu'il vaut mieux être un peu joyeux, ça évite l'humour, la politesse du désespoir, tout ça. Voilà. Tes projets là pour l'avenir là. Alors mes projets, comment ça va se passer ? D'abord, je veux donc mettre en place un nouveau spectacle pour 2021 qui sera donc ni inflammable ni animal. Je suis en train de le travailler, il y a des nouveaux textes, il y a une partie des textes d'Animal qui vont être dedans quand même parce qu'Animal je l'ai très peu joué puisqu'il y a eu le confinement. Ouais. Je l'ai joué moi 10 fois à peine, je crois, voilà. Et donc 2021 ça va être ça et puis continuer toujours à présent sur beaucoup de plateaux, faire des vidéos, plus de vidéos, de stand-up, toujours du stand-up. Ah, vidéo, tu veux te faire des petits sketchs ? Je suis pas assez présent sur les réseaux, j'en suis tout à fait conscient, et je veux me filmer de plus en plus sur scène. C'est ça qui me plaît, moi, c'est de me filmer sur scène. C'est pas forcément de faire des trucs chez moi. Mais par contre, c'est pas évident de alors c'est plus compliqué. Pouvoir se capter, ça pousse à se renouveler aussi, parce que une fois que le sketch il est en ligne, tu veux plus trop le faire. Exactement. On peut le mettre dans son spectacle, mais on peut pas le remettre en vidéo. C'est ça. Donc je me renouvelle beaucoup. Et faire des spectacles sauvages dans la rue comme ça. J'envoie un stand-up. J'ai déjà essayé de jouer dans la rue, ça me réussit pas trop. Ça marche pas. Vu que t'as une formation de mime. Ouais, il faut dès que tu parles et que tu commences à avoir des blagues trop écrites, avec des mots. Tu sais comme ils font à Londres, tu sais, à Hyde Park. Tous les dimanches, il y a des mecs qui font des grands discours. Mais je suis pas très fort pour haranguer les gens et les attirer, quoi. Moi, il faut qu'ils soient un peu captifs, quoi. Allons prendre la Bastille tout de suite. Et puis si je peux être de plus en plus présent sur les réseaux pour pouvoir relancer bien ce spectacle de 2021 dans des bonnes conditions, dans un nouveau théâtre qui n'est pas encore tout à fait défini, il faut bien le dire. Voilà, c'est ça le projet. Bon, on te souhaite beaucoup de réussite, beaucoup de partage, de likes. Encore merci. Merci David d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et puis, très sympathique interview. Très sympathique interview. On a appris pas mal de choses sur la pub et on te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Merci beaucoup les gars. Merci. Ciao. Le Pitch Club de David Azencott.